avec un S à sport. L'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible avec Olivier et toute sa team. Une team au complet qui vous accueille ce soir pour vous parler de sport au pluriel comme chaque mardi 18h sur Logos FM. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Pour m'accompagner ce soir, notre préparatrice mentale préférée, directrice de Sofrocap, Virginie Van der Merch. Salut Virginie. Salut à tous. Et puis il n'a pas tué le père, mais en tout cas il a pris sa place ce soir. C'est Johan Connor, le président du groupe média Octogone. Salut Johan. Salut Olive, bonjour à tous. Et puis notre invité ce soir, on va parler athlétisme et plus précisément perche avec le jeune Jules Cyprès. Salut Jules. Bonjour à tous. Allez, on commence tout de suite avec nos résultats du week-end. Virginie, je vais te donner la parole. On va commencer avec du sport féminin et les Panthères de Chamalières. Et oui, les Panthères de Chamalières, elles n'avaient pas commencé la saison de la meilleure des manières la semaine dernière en s'inclinant à domicile contre Mougins. 3-2. Et ce samedi, les Panthères, elles se sont inclinées face à Béziers, 3-7-0. Les joueuses d'Atman Toubani, qui étaient là la semaine dernière, je crois d'ailleurs, c'est ça. Concèdent ainsi un second revers face à une des équipes les plus fortes, Béziers. Mais à voir par la suite. Mais c'est vrai que c'est un début compliqué quand même. Un début compliqué et puis à part Moulins, des grosses équipes qui arrivent vite. Donc on va voir, il va falloir marquer des points assez rapidement. Johan, tu voulais nous parler handball, les garçons de Cournon, mais tu voulais nous parler de l'équipe B. Exactement, ouais. En fait, ce week-end, il y a eu un derby entre la baie de Cournon et le handball club de Pérignat. Donc ça a été un derby très brûlant, ça a été très chaud. Il y a eu donc 28 partout. Donc parfait, ça a bien tenu ses promesses. Et puis Pérignat qui fait un très bon début de saison puisqu'ils avaient battu Vaux-en-Velin le premier match 28-25 à domicile. Et Vaux-en-Velin qui est une équipe qui joue le haut du tableau chaque année. Donc voilà, c'est un derby qui a toutes ses promesses entre Cournon et Pérignat. Et là, un vrai derby pour le coup. Un vrai derby. On nous vend souvent des derbys en bois entre Trifouillis machin et une équipe locale qu'on connaît à peine. Bon, il n'y a pas eu de bagarre générale, je crois, mais... Ah bah c'est pas un vrai derby alors. Non, c'est pas un vrai derby, mais c'était pas loin, je crois. Tout fout le camp. Non, je rigole. Virginie, tu voulais nous parler d'un trail solidaire qui s'est tenu ce week-end. Oui, tout à fait. Il y avait 3 générations qui se lançaient sur un trail solidaire pour les enfants hospitalisés au CHU Estin. Et donc Emma, son père Joël et son neveu Lucas sont lancés sur un trail de 150 km sur les sentiers du GR4, avec une étape à Besse samedi soir pour repartir le lendemain matin. Et voilà, les bénévoles de l'association, les 2 arts enfants hospitalisés, depuis plusieurs années, ont été partenaires de ce trail. Et ils se rendent à Estin pour tenter de dédramatiser l'acte médical auprès des enfants et de leur redonner le sourire. Donc j'avais envie de faire un petit clin d'œil par rapport à ça. Bravo à ces 3 générations, c'est chouette. Très bien, une belle info sportive. Il n'y a pas que des résultats dans cette première partie, il y a aussi de belles infos à communiquer et ça c'en est une. Johan, on va retourner dans les résultats sportifs et tu voulais nous parler d'une équipe qui a un début de saison compliqué aussi, les Sangliers Arvernes. Ouais, tout à fait. Donc le hockey sur glace, donc c'est la 2e division, parce qu'il y a la Ligue Magnus au-dessus. Donc les Sangliers sont en D1 et là ils ont pris quand même 10-1 au Mont-Blanc en Coupe de France, sauf que le Mont-Blanc c'est un club qui évolue aussi en D1, donc en 2e division de hockey sur glace. Et le Mont-Blanc va se déplacer à Clermont ce week-end pour le championnat. Et on a peur que ça fasse la même chose. C'était un peu ce qu'on craignait en fait cette saison avec les Sangliers, parce que beaucoup de jeunes joueurs, beaucoup de départs. Donc pour l'instant, nos craintes sont en train de se matérialiser et on espère que ça ne va pas durer là, pour le coup. Bon, le Mont-Blanc entraîné par l'ancien coach... Éric Sarliève, l'ancien coach de Clermont. De Clermont, donc on imagine qu'il y avait peut-être une envie de revanche. Possible, mais pour l'instant, c'est sûr que la revanche, elle est prise par le Mont-Blanc et par Éric Sarliève, quoi. Très bien. Virginie, on va ouvrir la page foot avec les filles de 10h. Je vais y arriver ce soir. Oui, les filles 10h, j'avais envie d'en parler, la 4e journée de D2 féminine qui se disputait ce dimanche. Le FF Isère qui a enchaîné une 3e victoire en s'imposant sur la pelouse de Mérignac-Carlac 0-2, donc super, son 3e de leur groupe. Et en parlant de derby, il y aura un derby dimanche prochain entre Isère et Le Puy. Qui aura lieu dans l'Allier, voilà. Très bien, on leur souhaite bonne chance aux filles d'10h qu'on suit de près. Effectivement, un beau résultat, je crois qu'elles sont 2e, c'est ça pour l'instant.
Ouais, j'ai vu 3e, mais peut-être que 2e, je sais pas. Ah oui, non, 3e. Il me semble. C'est moi, Ouais, oui, il me semble que c'est 3e. oui, c'est 3e, c'est 3e. Ah voilà, je suis. Heureusement que je suis. Et heureusement que tu es là. Et le match contre le Puy qui leur permettra C'est vrai que d'envisager la première place. ça craint de pas savoir ça, Olivier. Ça reste du foot, hein, même si c'est des filles, il faut pas déconner non plus. Ah là là. Sport de pompe, sport de pompe. Attention quand même. Allez, Johan, on va continuer foot avec toi. Tu vas nous parler du Clermont Foot. Oui, on peut parler du Clermont Foot, parce qu'il faut souligner la belle victoire face à Rodez. En plus, qui fait du bien au classement, parce qu'il me semble que Clermont est passé 8e, si je dis pas de bêtises. Ah, va falloir être sûr. Hein. Ouais, non. Mais maintenant, je prends des pincettes, parce que tu m'as mis le doute. Donc voilà. Non, mais ouais, 3-0, match propre, donc ça fait plaisir. Bon, je vais te laisser la parole. Tu vas nous parler de Nord-Vignoble. Qu'est-ce que c'est que ce club ? Eh ben, Nord-Vignoble, c'est un club de l'Allier qui évolue en R3 et qui a créé l'exploit en battant Cournon ce week-end en Coupe de France. Donc ils les ont battus, 1-0, donc Cournon qui a une R2. Donc c'est un petit exploit. Et puis aussi, il n'y a pas eu que Nord-Vignoble, mais il y a eu Montluçon qui est en N3 et qui a perdu. Donc ça c'est plutôt de mauvaise nouvelle, qui a perdu contre Romagna qui est en D1, 2-0. Donc il y a 3 divisions d'écart. Donc là, grosse surprise. Grosse surprise. Là, Bon, c'est la Coupe de France, donc... Voilà, les petits poussés, exact. C'est pas uniquement à partir des 32e ou des 16e. Tous Non. les tours avant, il y a aussi des surprises qui arrivent tous les clair. ans. Avant de conclure avec Virginie, Jules, tu t'intéresses à certaines de ces disciplines au quotidien ? Oui, je suis un petit peu de loin le rugby. C'est une discipline qui m'affecte un petit peu. La mentalité me plaît bien. Après, je suis un peu plus loin le foot. Je suis plutôt rugby. Ouais. D'accord. Très bien, on va en parler justement rugby avec l'ASM Virginie. Alors, j'ai la place de Fabrice Connor, donc je vais faire du Fabrice. Voilà, même si l'ASM a enregistré sa 2e victoire de la saison samedi au Michelin en dominant Agen 31-12, qui est un des derniers du classement. Une victoire sans bonus pour les Auvergnats qui nous contentent pas vraiment depuis le départ. Même s'ils ont été auteurs de 4 essais, ils sont montrés assez brouillons en 2e période. Et au classement, les joueurs d'Azema rejoignent le Racing et Brive en tête du classement. Oui, ça, on peut le souligner, mais vu qu'en fait, dans le championnat, il y a des matchs qui n'ont pas été joués, c'est un peu faussé tout ça. C'est pas forcément l'ASM comme on a connu, et c'est vrai que on attend qu'ils puissent vraiment montrer de quoi ils sont capables. Pour l'instant, c'est pas ce qu'ils ont fait. C'est une saison qui a du mal à démarrer à l'ASM, mais on a l'impression un peu partout, et c'est vrai que ce championnat est difficile à suivre avec tous ces matchs qui sont reportés. Johan, on sait que tu es très proche de Romain Briat, le capitaine d'Agen. Exact. Tu l'as eu au téléphone récemment depuis ce match ou pas ? Alors, pas au téléphone, je l'ai eu sur Messenger, donc ouais, il est forcément déçu, puisque leur entame à Agen n'a pas été terrible, ils ont beaucoup subi au début. Ils voulaient faire quelque chose parce qu'ils sentent bien que l'ASM est en difficulté, tout le monde le voit, que l'ASM n'est pas à son niveau aujourd'hui. Donc les gars d'Agen avaient envie de faire l'exploit, mais bon, ça n'a pas été le cas. Évidemment, ils sont déçus. Mais bon, après, voilà, déjà le score aurait pu être plus lourd, parce que c'est vrai que première mi-temps, c'était très dur. Mais bon, il est concentré sur le prochain match, là. Bon, et ils reçoivent qui la prochaine fois, tu sais, non ? Non, je sais même, honnêtement, je sais pas. Bon, j'ai pas regardé. On regardera, puis... Ouais, on regardera, puis... Agen n'est pas encore en Auvergne, donc on regardera, mais de loin. On regardera de loin. Allez, c'est la fin de cette première partie. On se retrouve tout de suite après la pause sur le Gosse FM, toujours dans Avec ASA Sport. À tout de suite. Avec un S à sport. L'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible avec Olivier et toute sa team. De retour sur Logos FM dans Avec ASA Sport, l'émission qui vous parle de sport au pluriel chaque mardi 18h-19h. La rediffusion, vous le savez, c'est la petite nouveauté de la saison. Cette saison 2, c'est le mercredi à 20h. Ce soir, pour m'accompagner, Virginie Van der Merch, Johan Connor et notre invité, le perchiste Jules Cypré. On démarre cette deuxième partie, ce deuxième quart-temps avec notre rubrique Souvenirs de sport. Johan, c'est toi qui t'y colle, tu as voulu nous parler du titre de champion de France de l'US Issoire. Exactement, donc le titre de champion de Fédéral 2 là, en 2019, si je dis pas de bêtises, c'était le 23 juin 2019, parce que j'ai fait mes devoirs, j'ai regardé. Donc ils battent Rumi 32-30, c'était un match qui était insoutenable, donc je me souviens, Sport Auvergne avait fait un live. Et le live, il était donc on voyait le match en direct, c'était juste insoutenable. Issoire décroche la victoire au dernier moment puisqu'il y a une ultime pénalité qui est inscrite par Bodona.
Ils avaient été déjà héroïques en demi-finale, ils sont héroïques en finale et ils gagnent. Mais c'était vraiment éprouvant physiquement de regarder le match. Alors le jouer, ça devait être horrible pour eux aussi, mais c'était exceptionnel et c'est un sacre historique pour Issoire et qui a pu accéder du coup derrière à la Fédérale 1. Donc voilà, super souvenir de rugby pour le rugby Puy-d'Aumois, quoi. Ça c'est sûr. Virginie, ça t'évoque quelque chose, ce titre d'Issoire? Ouais, je m'en souviens très très bien parce qu'en effet, je l'ai aussi vécu en direct et moi ce que j'ai adoré, j'adore les équipes qui à un moment donné sont pas du tout favorites sur au départ du match et qui donnent tout et qui y croient jusqu'au bout. Et je me souviens très bien que ça avait été un vrai beau combat et que ça avait été une fête incroyable. À Issoire après. C'était de la folie. Et puis on les voit pas gagner parce qu'à un moment Rumi c'est quand même très costaud et Rumi prend le dessus plusieurs fois dans le match et ils vont chercher à chaque fois, ils recollent au score, ils passent devant à la fin. C'était un vrai match à suspense. Exactement. Comme on les aime, une belle finale. De la folie. C'est quelque chose que tu avais suivi, Jules, à l'époque? Bah alors vous allez me taper sur les doigts, mais pas du tout. Non, c'est pas le genre. Au pire, Virginie te mettra une petite fessée, mais ça ira pas plus loin. Non, pas du tout. Mais en revanche, ces histoires-là sont belles et on fait du sport pour ça aussi. Donc ça c'est que des bons souvenirs. Eh bien, on va enchaîner avec toi, Jules. On va commencer par te présenter. Donc, tu es perchiste. Comment tu es venu à l'athlétisme? Tout simplement, c'est une histoire de famille. Mes cousins faisaient de la perche, mon frère s'est mis à faire de la perche et mon but c'était de les battre. C'est peut-être un challenger, mais voilà, c'était de les battre. J'aimais pas faire la sieste le samedi et le mercredi avec mon père. Mon frère partait à l'entraînement pendant que je faisais la sieste et j'en avais marre. Je me suis dit, mais je veux faire comme mon frère parce que on l'idéalise, donc on veut faire pareil que son grand frère. Donc je suis parti dans l'athlétisme et j'ai jamais lâché. Et après, tous les records des cousins étaient assez hauts et le but c'était de les battre. C'est ce que j'y suis arrivé. Mais voilà, maintenant après, toujours plus haut et on essaye d'aller. Tu avais quel âge quand tu as démarré? J'avais 10 ans. Ouais. Et tu as commencé tout de suite par la perche? Non, ou tu as découvert tous les sports. Ouais. D'accord. J'ai fait 4-5 décathlons quand même quand j'étais jeune. Quand même, ouais. Ouais, pour toucher un peu à tout. C'est notre coach Jean-François Rafali de la Nièvre qui m'avait. Un Nivernais. Ça ne peut pas être un homme mauvais. qui m'avait conseillé de faire ça. Ça permet d'avoir une intelligence gestuelle, de connaître tout et d'avoir une ouverture d'esprit aussi sur d'autres sports. Donc, mais la perche m'avait toujours passionné et je savais que j'allais revenir sur la perche. Mais goûter à tout avant, c'est sympa. Et on imagine que Renaud Lavillenie, ça a aidé aussi, ça a construit ton modèle, ou vraiment ça a été uniquement tes frères, tes cousins qui t'ont donné ce goût de la perche? Non, je vais pas vous mentir, hein, c'est Renaud aussi énormément. Depuis qu'il est sorti dans les années 2010, c'est ça, ouais, 2010. C'est en poster dans la chambre, c'est dès qu'on le croisait, on avait le palpitant qui montait. Non, voilà, après maintenant on s'entraîne avec, c'est devenu un très bon copain et on essaye maintenant de le battre, hein, ce que j'arrive à faire sur certaines compétitions, pas dans les grosses, mais pas encore. Voilà, c'est ça, pas encore, on espère. Mais voilà, ça reste quand même une référence au niveau du sport mondial. Virginie, tu avais une question? J'en ai plusieurs, mais je peux t'en poser une, Jules. Tiens, d'ailleurs, c'est quoi tes objectifs là sur la saison à venir et du coup des JO qui ont aussi été repoussés. T'en es où par rapport à tout ça et tu t'es fixé quoi là? Donc là, on sort déjà d'une saison très compliquée avec ce Covid. Je vous apprends rien. Donc c'était à chercher des compétitions, à aller dans des bleds partout en France, pensant qu'on allait avoir très peu de compétitions. Et après, donc, on a su faire des perfs comme il fallait au bon moment. Donc, ce qui nous a déclenché sur beaucoup de compétitions, voire un peu trop, ce qui a été un peu c'est le paradoxe. Hein. C'est ça. C'est-à-dire que tout s'est arrêté et puis là maintenant c'est le trop-plein. C'est ça, c'est le trop-plein. Donc après, voilà, la saison s'est terminée avec du positif mais aussi du négatif. On va retenir que le positif. Et après, voilà, donc on va partir sur la saison hivernale. Avec des objectifs, hein, on a les Jeux Olympiques en tête bien sûr et ça va être de faire des minima et d'arriver avec les Crocs au championnat de France fin juin à Angers pour partir pour cette aventure des Jeux Olympiques quoi, avec un objectif de faire 5,70 m au moins cette saison et y aller titiller les grands quoi, et prendre sa place. Quel est ton record là justement? Je suis à 5,55 m, que ce soit en salle et en extérieur. On va redonner ton âge. J'ai 23 ans. 23 ans, donc 13 ans
de perches derrière toi. La plénitude pour un athlète, pour un perchiste, c'est au-delà de 25 ans, de toute façon 27-30 à peu près. C'est ça, c'est 27 jusqu'à 30 ans, on est bien, on est au summum au niveau physique. Et après, j'ai pas pu perfer, j'étais bon perchiste avant, mais j'ai pas pu perfer parce que je suis agriculteur à côté. Ce qui était dur de concilier un peu les deux. J'ai réussi à trouver un équilibre, parce que j'ai été aidé au niveau de la FFA, parce que mes employeurs sont ni plus ni moins mes parents, donc c'est plus facile à gérer. Ils ont su, au début, qui n'était pas le cas, mais ils ont su comprendre ce que c'était le haut niveau. Donc il a fallu jouer un peu des coudes, mais ça y est, on arrive à avoir posé une situation qui est stable et qui me permet de perfer comme je veux. Johan. Moi, j'allais te poser la question, c'est quoi la journée type d'un perchiste de haut niveau? Mais du coup, tu as commencé un peu à répondre. Tu es agriculteur aussi à côté, elles sont bien chargées, je suppose. Non, oui, maintenant je suis agriculteur à mi-temps, je suis passé à mi-temps, donc je m'entraîne les 3/4 du temps. Il travaille 12 heures par jour. À mi-temps, voilà, c'est ça, 12 heures. Donc, non, on se lève assez tôt pour avoir un déjeuner, pour avoir des repas vraiment à des bonnes heures. Donc c'est manger équilibré, c'est faire un réveil musculaire le matin pour réveiller les jambes. Ça va être manger assez tôt dans le prochain repas, ça va être assez calme le matin, mais après on va enchaîner avec une séance de 2 à 3 heures, souvent de saut, ou que ce soit du sprint, ou que ce soit de la technique ou de l'haltérophilie pour les renforcements musculaires. Donc voilà, après on enchaîne sur la séance, et après c'est aussi se coucher tôt, c'est une hygiène de vie, donc c'est un peu le revers de la médaille qui est jamais trop sympa, mais... Alors, il y a quand même un parallèle entre cette vie d'agriculteur et la vie d'un sportif de haut niveau, parce qu'on sait aussi que dans l'agriculture, il faut se lever tôt, faut se tenir, il y a très peu de vacances, et aussi une hygiène de vie et une rigueur qui doit forcément te servir dans ta discipline. Énormément. Dans le sens où aussi ne jamais se plaindre, c'est peut-être aussi le côté paysan du truc. Ah, t'es pas un vrai Français alors? Non, mais c'est peut-être ça. Non, mais dans l'effort, ça m'aide énormément de savoir, parce que nous, par exemple, pour les poulinages, pour les vélages, on se lève toute la nuit, on se lève tôt le matin, on fait des grosses journées. Donc, quand j'ai une séance de 2 heures, pour moi, ça me paraît... j'ai l'impression de m'ennuyer parfois. Donc non, ça m'aide énormément là-dessus. Alors, comment tu as franchi les étapes depuis tes 10 ans? Tu as dû faire... j'imagine plusieurs sélections chez les jeunes. Ça a été quoi un peu tes records petit à petit? Donc j'avais commencé tout sans me prendre la tête au début. J'avais un entraînement par mois parce que je préférais être à la ferme, il faut dire ce qu'il est. Je travaillais avec mon père, je faisais des compétitions par-ci par-là. J'étais loin d'être bon. Et après en cadet, j'ai fait 4,60, ce qui est entre guillemets dans les 20 meilleurs français à 4,60 en cadet. Et là j'étais toujours à un entraînement par mois, et j'ai enchaîné après en junior, où j'étais toujours à cette même régularité d'entraînement, mais où je fais les minima pour les championnats du monde. Et là, on comprend pas trop ce qui arrive. Donc, j'ai mon coach de la Nièvre qui me dit on va peut-être s'entraîner sérieusement par contre là, parce qu'on va peut-être éviter de passer à côté de quelque chose. Donc, j'ai commencé de faire 2-3 entraînements par semaine maintenant. Et après, je suis monté crescendo. J'ai eu un titre de champion de France donc, en espoir, la catégorie d'après, en 2019. Et après une sélection en équipe de France, j'ai eu beaucoup de stages en équipe de France élite. Donc voilà, la machine est lancée et on a tout mis en place pour que ça aille plus haut. Donc... Alors justement, les championnats de France se sont tenus il y a 3 semaines à Albi. Ça n'a pas été vraiment ce que tu en attendais? Voilà, comme je disais juste avant, j'ai enchaîné beaucoup trop de compétitions, mais des compétitions qu'on ne peut pas refuser. Je veux dire, je suis rentré dans la cour des grands il y a à peine un an, où partir dans toute l'Europe avec Renault, dans les bagages de Renault, et aller matcher contre Armand Duplantis ou Sam Kendricks, ça se refuse pas. Donc non, c'est clair. On peut dire qu'on y va, et on y va à fond. Et sauf que j'ai fait un poil trop de compétition, avec du recul bien sûr, mais la saison prochaine va être mieux. On a bossé pour l'hiver, donc voilà. Là, j'ai réussi à battre mon record cette saison, donc c'est déjà ça. J'ai fait des belles compétitions, donc voilà. Comme je dis, on a bossé pour l'hiver et ça va être d'autant plus sympa. On parlera de cette préparation dans la 3e partie, dans le 3e quart-temps. On se retrouve tout de suite après la pause. C'est avec ASA Sport sur Logos FM. À tout de suite. Avec un S à Sport, l'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible avec Olivier et toute sa team.
Troisième quart-temps avec ASA Sport, l'émission qui vous parle de sport au pluriel sur Logos FM chaque mardi 18h, la rediff le mercredi 20h. Mes chroniqueurs ce soir, Virginie Vandermerch, Johan Connor, et nous étions juste avant la pause avec notre invité, le perchiste Jules Cypré. Alors Jules, tu nous expliquais un petit peu ton parcours, tu as commencé à évoquer les objectifs. Tu nous disais juste avant la pause que tu étais prêt pour la saison hivernale, c'est-à-dire que là, il n'y a pas eu de coupure. Tu as repris la saison d'été, tu as multiplié les compétitions et là tu repars direct sur une saison hivernale. Tout à fait. Il y a quand même une pause de 1 mois pour vraiment couper au niveau physique. Il faut bien récupérer. Un mois de pause. il faut bien. Et non, en fin de compte, il y a beaucoup de perchistes qui ont fait l'impasse sur cette saison un petit peu particulière à cause du Covid. Bon choix ou mauvais choix, l'avenir nous le dira. Mais en tout cas, nous... avec nos entraîneurs et l'entourage, on a décidé de ne pas faire l'impasse. C'est parce qu'il y a des compétitions à prendre, des belles compétitions et des records à aller chercher. Donc on a bossé pour l'hiver et on va arriver, pas affûté, mais presque pour aller, avec les crocs, aller chercher les meilleurs. Et voilà, il n'y a plus qu'à. Quels vont être tes objectifs là, pour cette saison indoor ? On ne sait pas encore avec le Covid, mais normalement il y aura des sélections au niveau mondial et européen. Et donc on va essayer de se qualifier à ces compétitions et d'aller surtout poser un record assez haut pour les sélections olympiques qui commencent dès cet hiver. Donc autant mettre un pas dans ces Jeux olympiques et le plus vite possible. C'était une année où il aurait dû y avoir des championnats du monde 2021, non ? Alors les championnats du monde devaient avoir lieu en 2020. Donc je ne sais pas s'ils parlent de report. Alors ils étaient en Chine. Donc ouais, forcément. Et donc, je ne sais pas s'ils parlent de report. On est vraiment dans le flou à ce niveau-là. Mais voilà, on se tient prêt comme la saison passée. On va se tenir prêt à faire feu et on va être dans les starts. Il n'y aura plus qu'à. Virginie. Alors, moi, je connais bien Jules parce que du coup, on travaille ensemble sur un plan mental. Et une chose, alors moi, j'adore travailler avec Jules parce que c'est vraiment hyper intéressant. En termes de ressources qu'il peut avoir. Il décrivait tout à l'heure le fait de ce double projet, finalement, en fait, où il est encore dans un autre monde que le monde de la perche, et pourtant il est bien sportif de haut niveau. Et à côté, il tient cette exploitation agricole super bien. Et c'est vrai que ce qui est très intéressant chez Jules, c'est qu'en fait... Le fait d'être exploitant aussi au niveau agricole lui permet de trouver d'autres ressources. Souvent, on voit, il y avait un reportage encore sur la 2 hier, on voit des sportifs de haut niveau qui ont besoin vraiment d'autres choses pour se ressourcer. Et Jules m'a souvent parlé de la nature, des chevaux qui l'aidaient vraiment, du coup, à aussi sortir un peu de cette pression qu'on peut avoir tous les jours quand on prépare des gros objectifs. Tu peux nous en dire plus, Jules ? Oui, alors on nous dit souvent, t'as l'agriculture à côté, tu vas être fatigué, il faudra que tu te reposes. Certes, il y a un peu de fatigue qui se crée là-dedans, mais c'est hyper ressourçant et ça me permet vraiment de déconnecter. Comme dit Virginie, si j'ai pas ça, je pense pas que je serais à ce niveau-là déjà. Et si j'avais pas ça, je serais pas à ce niveau-là. Donc ça me permet d'être à ce niveau et d'être pleinement heureux et ça me ressource. Je veux dire, j'arrête pas de le dire à mes amis quand ils viennent et qu'on est en train de faire un vélage et qu'on est en train de dépendre du fumier, qu'on est en train de faire des box et que je les vois en train de s'essuyer le front et tout. Je dis, là les gars, on est loin des sautoirs, hein, c'est sûr. Et c'est fou ce décalage en fin de compte. C'est ces actions que je viens de vous décrire et 2 jours après, on est en Pologne, on a pris l'avion, on est devant les médias, on est choyés comme si on était des rockstars l'instant d'un week-end. Donc c'est ça qui est très très drôle en fait, surtout. Et mais ce décalage, t'en as besoin. C'est-à-dire que c'est un peu ce que tu as dit tout à l'heure dans la première partie. Tu es presque venu par hasard au haut niveau. C'est-à-dire sur une compétition, tu t'es découvert un talent. Ton coach t'a poussé, mais c'était pas forcément dans tes objectifs premiers. Non, mon but c'était de battre les cousins. C'était de pas aller forcément plus haut. Mon but c'était ils arrêtaient pas de me chambrer quand on était aux réunions de famille, dire allez passe ton bac et bats-nous à la perche et tu reviendras. Donc j'ai fait les 2 et après je me suis dit pourquoi pas aller plus haut et ça a frappé à ma porte. Donc on vit l'expérience à fond. Et... C'est toi qui les chambres maintenant du coup. C'est ça. Merci. Et par rapport à ça, je crois qu'il y a une vraie belle ressource et capacité chez Jules, c'est cette humilité.
finalement, parce que du coup, il y a une vraie mise à distance par moment qui fait que dans le sport qui fait aujourd'hui à ce haut niveau, pour moi, il y a une vraie capacité kiné, c'est cette humilité. Et ça, je pense que d'avoir ça, c'est très très prometteur pour la suite. Ça, c'est sûr. Est-ce que de fréquenter des athlètes comme Duplantis, comme Lavillenie, tu apprends d'eux? Est-ce que Renaud, aujourd'hui, est dans une démarche de transmission de son savoir, ou est-ce qu'il est encore très dans la compétition et axé sur ses résultats? Je pense qu'il a les deux. Il est vraiment axé sur sa compétition. Quand il a une perche dans les mains, c'est un bulldog, hein, on ne peut pas lui enlever et il va tout faire pour te battre. Et si on le bat sur des jeux en fin de séance et tout, il va faire la tête, il ne va pas nous dire au revoir. Donc ça, c'est le bien, côté je trouve, compétiteur. Mais par contre, avec tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a gagné, c'est bien d'avoir encore cette rage, cette hargne. C'est une force, c'est une force qu'il a en lui. Sûr. Mais il y a beaucoup de gens, excuse-moi de t'interrompre, il y a beaucoup de gens qui ne le comprennent pas et qui ont du mal à voir ce côté en lui, qui ne voit que le côté renfermé. C'est dommage. Oui, c'est très dommage, parce que ça fait partie de la vie d'un athlète de haut niveau, c'est de vouloir toujours gagner quoi qu'il arrive. C'est ça, il fait du sport pour le sport, et il dit qu'il va sauter jusqu'à 70 ans parce qu'il aime ce sport. Et c'est sûr qu'il paraît fermé parfois, mais il est très papapoule, et nous, il nous protège énormément, et il est vraiment là pour nous faire progresser, et pour au moins qu'on se sente bien et qu'on s'épanouisse et qu'on se plaise à faire notre sport. Et c'est sûr que un sportif qui est ouvert et qui va voir les médias, qui va sourire, qui va être tout le temps proche et tout, ça fait toujours moins de temps à l'entraînement, et souvent il n'est pas là au rendez-vous lors des compétitions, donc on ne peut pas tout avoir. Et non, je pense que c'est une force aussi de se mettre un peu les blinkers, les œillères, et avancer droit, et c'est sa force. Bon, et ce jeune Duplantis, il est vraiment hors norme? Ouais, vraiment, c'est un autre sport. Comme on dit entre nous, il y a nous et lui. C'est un extraterrestre, hein. C'est juste impressionnant. Nous, on va commencer de peiner dans le concours, on va limite avoir fini, qu'il va commencer, il va demander une autre barre, et il va commencer beaucoup plus haut. Qu'est-ce qui fait vraiment la différence? C'est sa technique, c'est son physique, c'est juste qu'il a 10 ans de perche de plus que nous, parce qu'il a commencé à 2-3 ans. Donc ça aide. Il a un sautoir chez lui, c'est son père qui l'entraîne, il mange perche, il couche perche, il fait tout perche, quoi. Et c'est une vitesse, il arrive mais très très vite. Il est très grand, il arrive vite, il est léger. Donc s'il arrive vite et qu'il est grand, il peut prendre des énormes perches qui sont normalement réservées à un énorme gabarit. Sauf qu'il est léger, donc il se fait catapulter. D'accord. Donc ça, c'est vrai que c'est des choses, nous, qu'on ne perçoit pas. Toute cette technique, c'est sans doute une des disciplines les plus techniques de l'athlétisme, je pense, la perche. Je pense, oui. Et tout ça, on ne le perçoit pas. Nous, on est devant notre télé, on s'éclate. Quand on voit que la barre est passée, si c'est un Français, c'est encore mieux, mais on ne perçoit pas toute cette technique et tout ce travail qu'il y a derrière. En dehors de cette vitesse, qu'est-ce qu'il va y avoir en plus à ajouter pour vraiment réussir un bon saut? On se rend bien compte que la vitesse, ça va être l'élément primordial, mais qu'est-ce qu'il y a de plus? C'est de tenir le bassin le plus haut possible pour faire passer cette vitesse horizontale à verticale la plus vite possible et la plus haute. Et donc ça va être d'arriver très rapidement, accélérer sur les dernières foulées, avoir ce bassin haut, tout transmettre dans la perche, et après se mettre dans le tube, comme on dit, faire un avec sa perche et aller le plus haut possible, quoi. Bon, une dernière question, 2024, forcément c'est dans un coin de la tête. Tout à fait. C'est sûr que... Tu te vois où à ce moment-là? J'espère au moins sur le stade, et pas dans la mascotte ou pas dans les tribunes, mais j'espère vraiment être en tant que compétiteur. C'est un rêve de gosse, et surtout que les jeux seront à la maison, donc non, ce serait moins un rêve où je pourrais checker à côté et dire voilà, celui-là il est fait. Celui-là je l'ai fait, oui, ça c'est sûr. Quel objectif en termes de hauteur tu te penses pouvoir atteindre? Je ne sais pas si c'est une question facile, ça. Je me laisse pas de limite. Je pense que, sans se mentir physiquement, je peux atteindre 5,80. Après, il faut tout mettre en place, et je suis encore un genou, donc on a beaucoup à apprendre. Et voilà. Je suis pas un précoce, je suis un tardif, mais un tardif qui n'a pas de pépin de santé, hein. Je touche du singe, mais voilà, ça peut aller loin. En touchant Johan. Ça me dérange pas.
Non, je plaisante, on respecte les gestes barrières. Il s'est touché lui-même. On est à 1 mètre les uns des Je autres. le précise, on sait jamais. Très bien, merci beaucoup Jules. C'était Jules Cypré, notre invité, le jeune perchiste. 23 ans, c'est encore jeune. On te souhaite bonne chance, on croise les doigts pour toi et on va suivre de près tes résultats tout au long de l'année et les années à suivre. Merci Pour beaucoup. conclure cette troisième partie, c'est l'heure du coup de cœur, coup de gueule. Je me tourne vers Virginie qui, ô surprise, a choisi un coup de cœur. Comme toujours, mais alors là, celui-là, je le valide à 300%. Ouais, même si je suis à la place de Fabrice, c'est quand même un coup de cœur. Eh bien, figurez-vous que j'ai pleuré. Oui, je vais oser le dire. J'ai pleuré devant la télé hier. Oh, les chialeuses, j'en peux plus. Voilà, Hugo Gaston. Alors, comment C'était dimanche, donc je confirme, tu as bien la place de C'est ça. Fabrice. Dimanche. Ça taille. Ça taille, ouais. Dimanche, du coup, ouais, Hugo Gaston a vraiment impressionné tout le monde par toutes ses qualités, parce que c'est pour moi un sportif complètement accompli déjà, et il a que 20 ans. 20 ans, ouais. C'était son premier Roland-Garros. Bon, faut imaginer ce que c'est à chaque fois dans la tête d'un Français déjà de pouvoir faire Roland. 239e mondial, il était invité à Roland. Voilà, et il crée la surprise incroyable déjà au tour d'avant sur Wawrinka, qu'il arrive à sortir en 5-7 dans un match complètement héroïque. On se dit, bon, bah c'est bon, il a fait ça, voilà. Sur Dominique Thiem, il va pas tenir. Il est sûrement usé nerveusement, physiquement. Eh ben non, il est même plus fort que Dominique Thiem sur le 5e set. Franchement, il est plus fort que lui. Mentalement, il est d'un calme incroyable où il ne montre jamais aucune émotion ni positive ni négative. Donc ça peut être assez bouleversant pour celui qui est en face. Et il a un jeu où il a une main de dingue et où il fait des amortis à Thiem. Je pense qu'il en a rêvé toute la nuit. Ah oui, je pense. La ouais. nuit de Les dimanche à amortis, lundi, Les amortis d'une autre tellement il planète. n'en pouvait plus, et il a une main de dingue, enfin, c'est impressionnant, et avec un physique d'acier. Enfin, franchement, il propose un jeu hyper varié, il est d'une maturité déjà de dingue. En l'écoutant après, ben, il est content de lui, il est fier de lui, voilà, c'est ce qu'il dit. Enfin, voilà, fabuleux. Et puis fabuleux. cette détermination, ce point serré sur chaque point important, cette manière d'aller chercher le faible public qu'il y avait dans les tribunes, mais qu'il a quand même bien soutenu. C'est clair. Et où C'est, il y avait de l'ambiance, et on croyait qu'il y avait plus que 1000 personnes, mais non, il n'y en avait que 1000. Donc, Alors, ça non. résonne beaucoup avec ce toit, Oui, c'est apparemment. Mais voilà, chapeau, vraiment un grand chapeau. Il est passé à côté d'un énorme exploit, mais il a fait vibrer un nombre de Français, je pense, incroyable. Ouais. Et voilà, et je pense que on attendait ça dans le tennis français depuis longtemps. Vraiment, on a vécu un grand moment de sport, en tout cas, moi, je peux le dire, devant ma télé. Et il est... moi, j'ai envie de me dire que, ouais, il peut vraiment faire des jolies choses dans l'avenir. Espérons que tout aille bien pour lui, qu'il ne se blesse pas. Et voilà. Le sport français est bien, là. Gasly, Formule 1, Quartararo, Gaston. Il y a une bonne période. Et là, ça un va. bon mood là en ce À la moment. Philippe, ouais, on est pas trop mal. Ouais, on est bien là. Alors espérons effectivement que les petits cochons ne le mangent pas et que les médias ne lui trouvent pas un surnom à la con, genre les mousquetaires, genre tout ça. Parce que franchement, ça leur a plus pesé qu'autre chose, ce surnom débile qui avait rien à voir avec les vrais mousquetaires. Mais quand on n'a pas d'imagination, souvent on fait du journalisme. Allez, c'est la fin de ce troisième quart-temps. On se retrouve tu vas tout te de faire suite. des potes, toi. Oui, mais ils savent que je les aime bien. Ils ont de l'humour au moins. C'est la fin de ce troisième quart-temps. On se retrouve tout de suite après la pause, toujours sur Logos FM. Avec un S à sport. L'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible. Avec Olivier et toute sa team. Dernier carton d'avec ASA Sport sur Logos FM le mardi 18h. On parle de sport au pluriel ce soir en compagnie de Virginie van der Merch, Johan Connor et le perchiste Jules Cypré. Pour terminer cette émission, nous avons l'habitude de notre petit débat. Nos chroniqueurs qui ne sont jamais d'accord. J'ai voulu rebondir un peu sur l'actualité sportive du moment en voyant ces images tristounettes de Roland Garros. Heureusement qu'Hugo Gaston nous a égayé un peu tout ça. Mais de voir ces tribunes vides, ce toit qui donne encore plus de morosité, je trouve, à l'atmosphère générale, j'ai voulu savoir si vous étiez pour ou contre, savoir si tous les grands événements sportifs devaient se tenir coûte que coûte.
Johan, toi tu es pour, il me semble bien. Ah, carrément que je suis pour. Tu veux que je développe? Alors non, fin du débat. Ok, merci, Virginie, salut. tu es contre. Merci, on se retrouve la semaine prochaine. Non, en fait, carrément que je suis pour parce que déjà, s'il n'y a pas de sport, on s'emmerde déjà. Donc, enfin, les grands événements, toi tu parles sportif, je suppose, Oui, oui. mais ça peut tout inclure, hein, les festivals, etc. Si on met les choses en place, et en plus les organisateurs se cassent le cul pour que tout soit nickel chrome, c'est pas pour leur faire péter les événements. Alors il y en a c'est 6 mois à l'avance, mais il y en a c'est 3 semaines avant. Il faut que les événements se tiennent et il faut que l'administration fasse confiance aux organisateurs qui travaillent comme des dingues pour que tout soit bien cadré, que tout le monde soit en sécurité. Et de toute façon, on a beau interdire tout ce qu'on voudra, si les gens prennent pas leurs responsabilités, rien ne changera. Parce qu'à ce compte-là, faut tout interdire. Il faut fermer les bus, il faut fermer les métros, fermer les restos, les facs, il faut tout fermer. Eh ben moi, je vais fermer ta bouche et je vais donner la parole à Virginie. Alors toi, tu as vécu, J'ai vécu Roland-Garros de l'intérieur. C'est ça, j'y ai été dimanche dernier, premier tour, horrible, 1000 personnes, t'arrives, alors pour le coup en plus je peux te dire ils n'avaient pas tout prévu, et là ils commencent à te dire, même si vous vous connaissez entre vous, vous vous séparez, vous n'êtes pas à la même place, donc déjà en plus tu viens avec des gens où tu penses passer un bon moment, et en fait t'es même pas à côté les uns des autres. Donc déjà voilà, tu vois, c'est pas hyper amusant. C'était d'une tristesse, d'une morosité. En plus, on est tombé sur un jour où il faisait super froid, où il pleuvait à moitié, où sur les annexes, parce qu'on voit que les 1000 personnes qui ont eu accès sur le cours Philippe Chatrier, mais sur les annexes, là, pour le coup, il n'y avait personne, parce qu'ils interdisaient à quiconque de venir sur le terrain. Donc les joueurs, ils se retrouvent à jouer, et des joueurs qui sont super bien classés, l'un contre l'autre et avec personne dans les tribunes. Non mais moi je pense à eux. Moi en fait je pense à eux et je pense au fait que ils n'ont pas de public et que pour moi c'est d'une tristesse pour eux terrible, et donc ça change beaucoup de choses parce que du coup il y a aussi des surprises en lien avec ça, parce qu'on sait que quand il y a des spectateurs qui sont là pour pousser, ça change la donne. Clair. Après donc moi je vais aller plus loin, c'est que moi, je suis pour qu'on les tienne, mais du coup, il faudrait peut-être faire en sorte de, dans certains cas, permettre à plus de gens de venir. Par exemple, tu prends le Michelin. Le Michelin, il y a 20 000 places. Qu'est-ce que tu mets 1000 personnes au Michelin? Tu vas à Geoffroy Guichard, 1000 personnes, ça tient 40 000 personnes, le stade Geoffroy Guichard. Qu'on mette 1000 personnes au volleyball de Chamalières, je veux bien déjà. La salle ne les tient pas. Voilà, la salle ne les tient pas. Donc ok. Donc ça veut dire que tu vois, à Cham, on va te dire on va mettre 300 personnes. C'est ça. Par contre, on va dire à Geoffroy Guichard, donc la Saint-Étienne, on va dire 1000 personnes, c'est déjà bien. Alors, je vais préciser, c'est que le premier match, je pense à vue de nez, il y avait autour de 450-500 personnes, voilà, à peu près. Donc ouais, après c'est clair. Et avec toutes les conditions, j'en avais parlé la semaine dernière, qui avaient été mises en place, prise de température du public, etc., etc. Non mais c'est clair, et puis Virginie elle a raison là-dessus, c'est que, ouais par contre, là moi mon avis c'est que si c'est pour faire un peu de la merde comme ça, faire venir 1000 personnes sur des gros événements, que tout le monde soit séparé, que ce soit chiant, à la limite faut peut-être pas les tenir. Mais... Alors est-ce que ce côté économique, parce que c'est vrai que c'est les gros événements, Roland-Garros, le Tour de France, c'est pareil, le Tour de France, quand on voit ces routes pratiquement vides, ça donne envie de pleurer quand même, parce que le spectacle était, pour le coup, le spectacle était au rendez-vous. Est-ce que ces gros événements, c'est le côté économique qui doit prendre le pas, quoi qu'il arrive? C'est une bonne question. Merci Olivier de l'avoir posée. Eh ben écoute, c'est vraiment la bonne question, mais non, je pense qu'il y a aussi autre chose, et moi c'est ce que je dis aussi, c'est que c'est aussi on vit un moment où on sait très bien que là, de nouveau, ça redevient compliqué, que il y a énormément de gens qui sont testés positifs, et forcément ça arrive chez les sportifs, et même sportifs de haut niveau. Et je pense qu'il y a aussi un côté où c'est hyper important que eux, ils soient dans leur propre responsabilité aussi de pouvoir être juste honnêtes quand ils ont de la température, au moins, ou des signes, et puis ils évitent, eux, de pouvoir être sur un tournoi ou sur une compète, quelle qu'elle soit, s'ils se sentent fragiles, quoi. Et ça, malheureusement, c'est pas ce qu'on voit partout, quoi. Il y a plein d'exemples où, ça a circulé dans des équipes de sport co, et où ça, pour moi, ça c'est pas raisonnable.
Alors, on voit le cas au rugby, où il y a quand même un nombre de cas assez impressionnants dans les clubs. Alors c'est vrai que le rugby, c'est un sport de contact, donc c'est difficile après, à partir du moment où on autorise les matchs, de tout cadrer. Les tests sont souvent faits 48 heures avant, donc en 48 heures, il peut se passer beaucoup de choses. Ouais, puis tu as du monde autour. Il y a du monde autour. Le rugby, tu as peut-être 30-40 personnes dans le staff, donc... Jules, comment tu as vécu par exemple les derniers championnats de France? C'était à huis clos, il y avait un peu de public. Comment ça se passe là depuis que tu as repris les compétitions, et notamment sur les plus récentes, parce que c'est là qu'on a un peu plus de reprises, on va dire. On l'a pas trop senti dans les championnats de France élite à Albi, car il y avait du monde dans les tribunes. Ça n'a pas été forcément respecté. C'était il y a seulement 3 semaines, on va dire. C'est pas si vieux que ça. En revanche, dans les meetings internationaux, style la Pologne ou à Ostrava en République tchèque, c'était vide. Mais vide, un stade qui pouvait accueillir 45 000 personnes. Donc c'est comme si on était un petit stade de France et il n'y a personne, quoi. Donc on nous entendait courir, on nous entendait piquer, on nous entendait parler avec le coach et ça résonnait. C'était triste, c'est dommage parce que ça gâche un peu la fête. On est un des seuls pays, je pense, à autoriser un peu de public. La plupart des autres sports sont à huis clos. La Biélorussie n'a pas arrêté son championnat pendant le confinement. Oui, les pays démocratiques donc. Exactement. Belle démocratie. Qu'est-ce que toi, en tant que sportif et en tant que citoyen, tu préfères? Est-ce que vaut mieux quand même que tu fasses ton sport à huis clos ou le faire dans des conditions avec un peu de public ou pas le faire du tout? Je sais pas, peut-être que tu choisirais ça aussi. Je vais faire l'avocat du diable. Non, en fait, les compétitions doivent se faire. On se doit de remplir des perfs et on se doit de faire les compétitions parce que c'est pas comment. Mais par exemple, si on est champion de France et il n'y avait personne dans les tribunes, le palmarès il reste le même. Donc on est obligé de le faire. Mais c'est sûr que ça gâche la fête et qu'en tant que sportif, quand on passe une barre et qu'il y a 20 000 personnes qui sont là à crier, c'est autre chose que quand tu es tout seul et que tu as Philippe Dancos qui t'attend, ou quand tu loupes la barre et que tu sais que tu vas te faire engueuler et que tout le monde l'entend. Donc c'est pas la même chose. C'est pas le même effet, j'imagine bien. Et puis regarde, on avait eu sur Logos FM les gars du Palrun. Oui. Tu vois qu'ils font tout ce qu'il faut pour que tout se passe bien. Et la course est d'ailleurs très bien passée, ça a eu lieu dimanche. Exactement. Et ça a été un vrai succès, des belles images de départ. Quand les ingrédients sont réunis, la fête est belle. Très bien. Ça pourrait presque être le mot à la fin, mais comme il nous reste un petit peu de temps, on va continuer. Jules, est-ce que tu arriverais à imaginer des Jeux Olympiques à huis clos? Et on demandera l'avis après de Virginie et Johan. J'ai pas envie de les imaginer à huis clos, mais par contre, je les préfère à huis clos qu'annulés. Déjà repoussé d'1 an, moi, ça peut être que bénéfique pour moi, mais faut qu'il se passe. On peut pas se permettre de les annuler. Il faut un champion olympique à la perche, il faut un champion olympique au canoë. Enfin, faut qu'il se fasse malgré tout, même si la fête sera pas forcément au rendez-vous. Mais maintenant, aujourd'hui, au niveau des médias, on peut tout retransmettre et on peut faire en sorte, je vois la NBA, comment elle se passe. Il y a quand même une ambiance en NBA alors qu'il n'y a personne dans les tribunes. Ils ont fait ça très très bien et je pense que là-dessus, les Japonais ont énormément de ressources. Donc ça peut très bien se faire, même à huis clos. Faut qu'ils aient lieu. Ouais. Ça te paraît envisageable, toi, Virginie, toi qui... Moi, je suis foncièrement optimiste. Et je dis que de toute façon, la question ne va même pas se poser en 2021, que les Jeux Olympiques, ils auront lieu, qu'il va falloir apprendre à vivre avec ce Covid et qu'il faut le faire avec des spectateurs. Comme disait Johan tout à l'heure, petit à petit, vraiment anticiper tout ce qu'on peut anticiper au niveau de l'organisation pour qu'on puisse accueillir le maximum de spectateurs et de public. Et moi, je crois foncièrement à l'immunité collective qui est en train de se faire. Donc, patience. Et 2021, ces jeux, ils vont avoir lieu comme plein d'autres choses et on va apprendre à vivre avec, c'est sûr. Johan? Non mais c'est clair, il faut qu'ils se tiennent, ça c'est sûr. Et moi j'espère qu'il y aura du public, parce que ce serait très triste. Mais puis moi ce que j'ai envie de dire, c'est s'il vous plaît, l'administration, faites du cas par cas. On ne peut pas mettre le stade Gabriel Montpied dans le même panier que le stade Geoffroy Guichard ou le stade de France, quoi. Il faut que sur les gros événements, chaque événement soit pris au cas par cas et qu'on regarde ce qu'on peut faire pour optimiser au maximum. Et il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier, quoi. À force, on n'aura plus de perf. Enfin, je veux dire, les sportifs, c'est pas la même. Ça veut dire on reste chez nous et on fait un entraînement. Ce qui nous transcende, c'est de le faire devant des personnes, que les personnes, on les sente derrière nous. Et c'est complètement différent quand il n'y a personne dans le stade. Très bien. En tout cas, les championnats ont repris. On espère qu'ils vont se tenir jusqu'au bout. Je pense que oui. Je n'imagine pas 2 secondes qu'un championnat soit arrêté maintenant. Je pense que tout sera fait par les clubs et par les fédérations
pour reprendre une vie à peu près normale et pour s'adapter à la situation du moment qui un jour s'arrêtera. C'est ça la bonne nouvelle. Ça s'arrêtera un jour et on reviendra à notre vie d'avant, la vraie vie, celle qu'on aime. Vladimir a annoncé, je crois qu'ils avaient un vaccin, les Russes, non ? Oui, c'est ça. Sa fille va le tester, je crois, il a dit. Hein. Non, il va le tester sur... Sur sa fille, je crois. Non, il va le tester sur Trump. Ah oui, c'est vrai. Allez, on va arrêter la géopolitique, c'est pas notre truc. Le sport, déjà, c'est moyen. On va se quitter. On se retrouve jeudi dans l'Allier pour avec ASA Sport, dans l'Allier avec Nicolas et son équipe. On parlera foot, rugby, tout le sport de l'Allier. Et nous, on se retrouve mardi prochain à 18h sur Logos FM pour une nouvelle fois parler de sport au pluriel. D'ici là, je vous souhaite une bonne semaine sportive.